Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Ça m'était pas arrivé la dernière fois. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour au reste de l'équipe. Ce matin, je reçois Laurent Oberton, journaliste et essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont dernièrement Guerre aux éditions Magnus. Et c'est bien le livre qui va donc nous occuper ce matin. Bonjour Laurent Oberton, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors on va commencer par le sous-titre de votre livre, Un combat dont vous êtes enfin le héros, et ça vient justement appuyer le tutoiement que vous avez employé. C'est l'une des premières choses qui marque quand on ouvre votre ouvrage. C'est un manuel qui s'adresse presque individuellement à chaque lecteur en fait, ce livre. C'est pas vraiment au-delà du témoignage de la pensée, c'est presque oui un manuel. Oui, il y a un petit côté effraction. J'essaie de rentrer dans le quotidien et dans le cerveau du lecteur. Je sais que son cerveau est assez peu disponible de par l'offre de divertissement colossal dans laquelle il se débat. Et j'essaie d'attirer son attention, de le capter quelque temps. Et c'est pour ça que j'ai ce ton un peu direct et cette adresse un peu incisive. Mais ça, c'est un classique des manuels de développement. Je sais que Léonard de Vinci se parlait comme ça à lui-même. C'est aussi un petit peu une adresse à moi-même, ce livre, parce que je fais partie de mes élèves. Je ne suis pas toujours mon meilleur élève d'ailleurs, mais j'essaie aussi de me donner comme ça des conseils, des rappels un petit peu tous les jours pour ne pas m'endormir, justement dans le divertissement, pour ne pas m'oublier et pour continuer à agir et à faire chaque jour un petit peu plus et un petit peu mieux. Alors, on va revenir en détail sur votre livre, mais déjà, tout ce que vous préconisez pour redevenir justement ce héros de notre propre vie, on a quand même l'impression que ça s'adresse plutôt aux jeunes hommes. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est un livre pour les jeunes hommes ou bien est-ce que les jeunes femmes peuvent se l'approprier aussi? Et d'ailleurs, peut-être, ou simplement les hommes moins jeunes. Ça, c'est mon tropisme personnel. Je pense que comme je me parle un petit peu à moi, ça doit avoir ce reflet-là. Mais j'essaie d'élargir un petit peu cette vision et de distiller des conseils aussi aux jeunes femmes, aussi aux gens plus âgés, en essayant de laisser personne sur le bord du chemin. Je pense que tout le monde peut aujourd'hui, dans un combat culturel, apporter quelque chose, y compris des gens très expérimentés, y compris des gens très jeunes et fougueux, et que chacun doit trouver sa place là-dedans. Il faut laisser personne sur le bord du chemin. C'est pas du tout. Je m'adresse pas à un petit club fermé. Alors, on va revenir donc en détail sur le livre, comme promis. Première partie, vous définissez ce que vous appelez la secte. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette fameuse secte, puisque c'est bien contre elle qu'apparemment il faut partir en guerre? Voilà, la secte, c'est la machine, le bruit de fond, ce qui nous conditionne tous les jours. C'est l'appareil médiatique, l'appareil étatique, tout ce qui va avec, tous les satellites, l'université, la justice, les experts sur les plateaux de télévision, etc. Quasiment tout le paysage culturel qui est plus ou moins sous ce contrôle-là. Donc c'est ce qu'il est convenu de penser, ce qu'on doit dire pour être bien vu dans ce monde-là, pour avoir une morale supérieure et qui nous donne des leçons un petit peu tous les jours, qui nous explique ce qu'on doit faire, comment on doit analyser les choses, qu'il est scandaleux qu'on ne se préoccupe pas des personnes, par exemple, en transition, ce genre de choses. Et au quotidien, Monsieur Moyen, le citoyen de base, est confronté à ça, à cette tentative de reprogrammer son cerveau et sa pensée, donc ses libertés, sa souveraineté intellectuelle. Et j'essaie de décrypter cette machine qui n'est pas, c'est une secte, mais qui n'a pas de gourou précis. Il y a une multitude de gens qui en profitent et qui en vivent, mais il n'y a pas derrière un super gourou qui décide de tout et qui planifie tout. C'est une machine qui suffit à elle-même et c'est un petit peu ce qui la rend compliquée à combattre. C'est une somme d'intérêts particuliers, pour l'instant qui sont lucratifs. Et face à ça, le citoyen, il a très peu d'armes. Il n'est pas du tout à armes égales. Il n'a pas des médias aussi puissants. Il peut pas avoir la même audience. Donc, il doit trouver des manières alternatives pour résister.
Alors, j'ai commencé par vous poser la question en vous disant voilà, qu'il y avait cette secte contre laquelle il fallait partir en guerre. Mais je me trompe peut-être, puisque finalement, cette guerre, est-ce qu'elle n'est pas déjà là? Est-ce qu'elle n'a pas été déclarée il y a bien longtemps, précisément par la secte et ses nombreux et divers gourous? Oui, alors elle nous fait absolument la guerre. Nous, on n'a pas l'impression que cette guerre existe. Enfin, beaucoup de mes lecteurs ne partageaient pas encore cette impression parce que c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais dans les faits, les conséquences sont tout aussi terribles. C'est à savoir une dépossession complète de notre souveraineté individuelle. Le peuple aujourd'hui, on sait très bien que le peuple, il a sa volonté et elle est complètement confisquée par le pouvoir. Aujourd'hui, le peuple va vouloir quelque chose et c'est Laurent Fabius qui décidera à la fin de la chaîne. Et ça, c'est très net. À partir du moment où il y a un contrôle comme ça de l'information, de la morale, de ce qui est bon ou pas de penser, il y a une emprise sur les esprits, donc il y a un combat féroce mené contre les libertés. Et quand on voit à quel point la population de ce pays est en train de changer, on constate aussi que c'est réellement une guerre totale, puisque la population autochtone historique de l'Europe est aujourd'hui en changement rapide, éclair sur sur une échelle historique qui n'a aucun précédent et donc c'est totalement inédit. C'est extrêmement rapide et donc peut-être qu'il serait bon de s'en préoccuper et de ne pas continuer à rester assis et à regarder ça à la télé comme si ce match ne nous concernait pas, comme si d'autres allaient pour nous trouver des solutions. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Je pense que chacun doit maintenant prendre ses responsabilités et prendre sa part dans ce grand Mm. jeu. Et donc reprendre les armes. Mais vous l'avez dit, nous luttons à armes inégales pour le moment. Et justement, vous, Laurent Oberton, ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que vous ne croyez pas, vous ne croyez plus en tout cas au salut par les urnes. Alors justement, déjà pourquoi? Et ensuite, quelles seraient ces nouvelles armes qu'on pourrait redéfinir et s'approprier à nouveau, chacun individuellement et puis peut-être collectivement aussi? Alors les urnes, je pense que c'est pas suffisant parce que il faudrait que les individus qui peuvent incarner ce sursaut dans les urnes soient complètement conscients justement de cette guerre que nous menons et je suis pas sûr que ce soit le cas. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres politiques, c'est normal, il y a une demande, il y a une inquiétude, donc vont venir se greffer tout un tas d'offres, mais ça ne veut pas dire qu'elles incarnent une solution durable. Pour ce faire, il faut que les esprits soient préparés et soient formés à ne pas nous emmener n'importe où. La colère est légitime, mais elle doit être aiguillée et utilisée à bon escient. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer par un travail sur les esprits, que ce soit les élites ou que ce soit les peuples, pour qu'ils trouvent les moyens de se garantir que le pouvoir politique arrêtera de leur nuire. Ça, c'est très important. Ça consiste donc souvent à désarmer la politique plutôt qu'à l'armer. Et ensuite, à l'échelon individuel, il faut évidemment se donner des armes un peu plus sophistiquées pour lutter contre l'ingérence de cette secte au quotidien. Donc ce sont des armes mentales, simplement de refuser toujours ce fameux chantage à l'extrême droite, ces menaces permanentes d'excommunication qui piègent et qui empêchent tout débat. C'est ce qui nous interdit, par exemple, de parler sérieusement des conséquences de l'immigration. Quand vous dites l'insécurité, l'immigration, il y a peut-être un lien. On vous répondait extrême droite, racisme, les heures sombres, etc. Et le débat était fini avant d'avoir commencé. Et ça, ce n'est plus possible. Donc à partir du moment où on cesse de craindre de telles menaces et de telles excommunications, on est déjà beaucoup plus serein et on a récupéré une partie de sa liberté de penser. Et le pouvoir de la secte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un pouvoir qui n'est pas matériel. C'est une emprise sur les esprits, mais à partir du moment où les esprits décident que cette emprise n'a plus lieu d'être et que ce règne est plus menaçant qu'autre chose, eh bien, on peut l'abolir rapidement. C'est pour ça que les choses peuvent évoluer vite et que je suis partisan de la diffusion de ces idées de manière massive. On doit parler autour de nous. Le bouche à oreille peut être un contre-pouvoir extrêmement efficace pour préparer les esprits à ce grand basculement, à ce grand abolissement, en quelque sorte, de cette secte qui nous fait tant de mal. Mm. J'essaie de trouver dans ce livre quantité de moyens de redevenir quelqu'un, de reprendre en main sa vie, pour déjà être en soi
c'est à l'échelle individuelle qu'il faut commencer pour être un attentat, en quelque sorte, contre cette menace permanente qu'est la secte. Et ensuite, des moyens plus larges pour diffuser la mauvaise parole, le contrepoison, de manière efficace. Comme on n'a pas leurs armes, il faut en trouver d'autres. Ouais. Alors, il y a aussi une dimension très physique dans votre ouvrage. Vous comparez l'évolution de l'homme occidental à l'évolution du sanglier qui est devenu un cochon gras dont on fera des rillettes. Alors justement, quel est le lien entre cette façon de combattre spirituellement sur le terrain des valeurs, de la pensée, et ensuite cette incarnation physique que vous demandez à chaque jeune homme ou femme justement de porter? Ah bah, il faut relire la fable du loup et du chien, hein. Le chien qui est très gras et tout va bien, mais il est attaché. Et le loup, lui, qui ne comprend pas ça et qui préfère courir toujours plutôt que bénéficier de ce confort et de la tentation de la machine, hein, de la servilité. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous, on est une espèce domestique, on s'est domestiqué nous-mêmes avec la société. Donc on est très réceptif à ce conditionnement venu d'en haut, pour peu qu'on nous propose des récompenses sociale, c'est-à-dire bravo, vous avez récité un bon discours, vous êtes considéré, vous êtes flatté par le groupe, c'est très bien. Ou alors vous avez dévié, vous êtes un hérétique et là vous êtes très mauvais, on va vous mettre à l'écart, on va vous exclure. Et l'animal domestique est très très sensible à ça. Donc il est vraiment facile de lui apprendre un discours pour être bien vu de la bonne société. Et c'est ce qu'a pu faire le média avec cette puissance de conditionnement incroyable. Et c'est contre ça qu'on doit se battre. Et c'est là qu'on doit reprendre notre liberté par rapport à ça, de dire qui sont ces gens qui prétendent nous dicter quelle doit être notre morale. Nous, on doit avoir notre morale élémentaire, notre morale de clan, de la défense des nôtres, de notre famille, de notre nation, de notre patrie, de nos frontières, etc. Et il faut absolument remettre l'Église au centre du village. Et c'est pour ça que l'animal que nous sommes, qui a été dans des conditions depuis des siècles, enfin des décennies, des conditions de confort exceptionnelles, sans précédent, et il y a eu cette espèce de laisser-aller, cette espèce d'abandon à notre petite routine, à notre petit quotidien, à l'offre politique, en déléguant toujours plus de responsabilités, en perdant finalement le contrôle de notre existence. Et là, il faut faire le chemin inverse. Alors, c'est coûteux, la liberté, c'est une charge mentale, c'est une sorte de fardeau, mais c'est ce qui fait le prix de la vie, et je pense que la solution est là. Il faut que l'individu recommence à exister dans cette espèce de gigantesque société globale qui ne rêve que de le liquéfier. Mm. Alors, cette recherche de valeur, justement, elle s'inscrit aussi dans votre appel à retrouver une certaine forme de transcendance. Vous préconisez, par exemple, des retraites spirituelles dans les abbayes. Alors, question personnelle, Laurent Berton, est-ce que vous êtes croyant? Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien évidemment. Et surtout, pour les gens qui ne seraient pas croyants, justement, est-ce qu'il y a une sorte d'obligation à devoir justement chercher cette transcendance à travers la religion? Est-ce qu'il y a d'autres voies? Voilà. Comment vous vous situez par rapport à ça? Oui, je pense que là, justement, il faut un petit peu s'éloigner de TikTok et trouver la transcendance dans la profondeur spirituelle. C'est pour ça que je parlais de retraite en abbaye ou même de simplement un petit peu d'ermitage, de réflexion, comme le faisaient les Nietzsche ou les philosophes stoïciens qui passaient beaucoup de temps de méditation dans la nature pour renouer avec les réalités profondes. Et là, aujourd'hui, notre époque, c'est vraiment une époque de l'entraînement, de l'étourdissement. On est pris dans une fuite perpétuelle dans nos petites habitudes, dans nos quotidiens. On essaie de remplir tout avec du bruit et avec de l'écran pour ne surtout pas se retrouver face à soi 5 minutes dans sa chambre et être obligé de penser à sa vie et ce qu'on est en train d'en faire. Voilà, on préfère tous jouer ce jeu. Mais si c'est peut-être dur de regarder les choses en face, mais ça peut être extrêmement profitable. On peut prendre les bonnes décisions. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de gâcher sa vie. Et évidemment, ça passe par ce retour du spirituel. Il n'y a plus de grandes structures anthropologiques aujourd'hui qui peuvent secourir les âmes. Donc ça peut être extrêmement utile. Moi, je suis modeste, très modestement croyant. J'aimerais bien l'être. Mais c'est une spiritualité. Voilà, c'est un combat, c'est un chemin, ça se travaille. Mais en tout cas, je souhaite et je préconise qu'on retrouve ces temps
pour échapper au bruit de la cité et des écrans. Alors justement, quand vous parlez de bruit de la cité, des écrans, j'aimerais vous faire rebondir sur un terme assez dur dans votre livre. Vous parlez de sous-culture des quartiers. Alors ça ne s'inscrit pas vraiment dans le discours bien pensant, justement. La secte pourrait vous bannir pour ça, puisque vous nous expliquez que toutes les cultures ne se valent pas. On imagine donc qu'il faut retrouver aussi une certaine fierté de notre culture française et européenne, qui aujourd'hui est bien malmenée. Ah bah oui, si on entend aujourd'hui des jeunes discuter entre eux, la plupart du temps, on va être complètement atterré par un refus total du vocabulaire, cette façon de parler qui vient des quartiers nord de Marseille, les quartiers, etc. Enfin, ça, c'est évidemment, c'est catastrophique parce que euh, l'esprit de notre jeunesse, de notre belle jeunesse qui a en elle cette possibilité de fierté et de conquête, est complètement lobotomisé par ça, par cette offre très très bon marché. Et malheureusement, c'est évidemment pas comme ça qu'on va créer des esprits dangereux, des esprits susceptibles d'apporter des ruptures culturelles, un petit peu de grandeur dans tout ça, un petit peu de force individuelle. Évidemment, la secte, elle s'en accommode parfaitement. On règne beaucoup mieux sur des analphabètes et des incultes que des gens instruits, que des gens qui peuvent réfléchir dangereusement. Donc il est nécessaire de réarmer les esprits, de leur montrer que la profondeur culturelle peut être une force qui règne à travers les âges, bien plus que pour leur petite existence. Je vous citais la fable tout à l'heure du loup et du chien. Jean de La Fontaine, par son talent, a réussi à édifier des siècles, des générations de Français, et à leur montrer que voilà, il était possible d'aller beaucoup plus loin qu'un simple bien de divertissement, aussitôt vu, aussitôt oublié, et finalement de n'être qu'un reflet, de n'être qu'un misérable consommateur et jamais le début d'un acteur. Donc il faut essayer de prendre les choses avec du recul et de transmettre. Là, c'est le rôle plutôt un rôle de parents. Les parents doivent reprendre possession de leur rôle premier, celui qui est de transmettre. Il ne faut plus livrer nos enfants à leurs écrans et à leur éducation nationale. Il faut prendre sa part. C'est à nous de leur donner ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mm. Alors dans votre livre, parce que ce qu'il faut se réapproprier aussi probablement, c'est cette définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous l'expliquez, l'une des grandes victoires de la secte, c'est d'avoir réussi à s'approprier cette définition et à l'imposer à tous. Vous citez l'exemple ensuite de Marion Cotillard en expliquant qu'elle est le pur produit de cette secte, mais qu'elle finit par être convaincue du bien fondé de ses actions. Alors vous pourriez déjà nous en dire quelques mots de tout ça, et puis ensuite on s'interroge, est-ce que donc cette secte, finalement, elle est vraiment malfaisante ou bien est-ce qu'elle est simplement naïve et aveuglée par une forme de bien-pensance qu'elle s'est elle-même imposée, qu'elle a elle-même proclamée? C'est vrai qu'avant, quand on vous disait quelqu'un de bon, c'était quelqu'un qui était responsable, qui était honorable, qui se comportait convenablement, qui avait sa vie de famille, qui défendait les siens, qui défendait ses intérêts. C'était assez simple et ça a toujours été comme ça. Et justement, l'exploit de cette secte a été de reprogrammer la chose en quelque sorte. Et maintenant, vous êtes bon quand vous prenez position contre tout ça. On vous dit que ce sont des vieilleries, c'est des valeurs surannées. Il faut se comporter de la manière la plus déplorable possible avec ses enfants, avec celui qu'on est censé aimer. Il faut renverser tout ça. Il faut préférer les autres, les lointains à nos prochains. Voilà, on a essayé de complètement détruire l'échelle des valeurs qui sont des valeurs vraiment profondes. C'est une morale qui est quasiment biologique, hein, que les animaux défendent eux-mêmes par instinct. Et on a complètement modifié ça parce que ça paye Marion Cotillard quand elle va prendre des positions complètement navrantes de style la jeunesse emmerde le Front National, enfin des trucs extrêmement originaux et courageux. Dans son milieu, elle va être applaudie, ma chérie, mais quelle audace, c'est formidable. Ces gens s'aiment beaucoup en faisant ça. Je ne pense pas qu'ils n'aient conscience de se manipuler eux-mêmes, de se mentir à eux-mêmes. Quand vous êtes comme ça, quelqu'un de très riche, avec une notoriété incroyable, et qu'en plus vous vous aimez beaucoup, bah, vous dormez très bien.
Donc c'est reposant pour eux. Je pense que beaucoup d'individus aimeraient être à leur place. Le problème, c'est quand on a un petit peu d'esprit critique, on se rend compte que la gauche en général, les bons sentiments, correspondent à une hypocrisie gigantesque, un mensonge qu'on se fait à soi en se disant je fais ça pour le bien de tous, alors qu'en réalité c'est uniquement pour notre propre statut qu'on est en train de faire reluire. On prétend aimer, s'intéresser au sort des autres, mais ce sont vraiment des carburants pour notre amour de nous-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose c'est un message qui n'est pas inutile de diffuser. La gauche n'est pas du tout le bien, elle est une hypocrisie totale et elle ne fait que des dégâts. C'est cette logique sectaire qui est dangereuse. C'est pas simplement oh ces gens ont l'air d'être sympathiques. Non, non, non. Ils croient l'être, mais les conséquences de leurs actes sont dramatiques. Dans votre livre, vous nous expliquez que l'une des caractéristiques de la secte, l'un de ses moteurs même, c'est cette recherche du pouvoir. Inlassablement, ils veulent ce contrôle permanent et total. Mais vous, Laurent Oberton, vous nous expliquez aussi qu'il faut que chacun retrouve ce pouvoir sur soi, sur sa vie, et que, par ailleurs, ça ait justement une influence sur la société. Alors comment est-ce qu'on nuance les deux ? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais pouvoir ? Oui, voilà, le pouvoir, c'est notre quête à tous. On est programmé pour ça, c'est-à-dire le pouvoir de ne pas obéir, de ne pas être assujetti à quelque chose, de ne pas subir une situation. Les animaux, c'est exactement la même chose. Il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours les chefs, il y a toujours les autres. Et chaque être humain, lui, alors par des moyens, mais cette fois un peu détournés, c'est pas seulement la force physique, ça va être le statut, la notoriété, tout un tas de moyens d'être un petit peu au-dessus des autres pour améliorer son existence. Et aujourd'hui, la secte a fait porter le pouvoir sur cette morale. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir la notoriété si vous ne montrez pas patte blanche en la matière. C'est pour ça qu'on entend toujours tous les grands artistes, tous ces gens qui passent à la télévision faire acte de bonne morale en tenant tous ce même discours consternant qu'il faut aider les malheureux immigrés, etc. Des discours anti-sens commun pour bien se démarquer de la plèbe. Et moi, j'essaie d'expliquer que le pouvoir doit redevenir sain, c'est-à-dire ce n'est pas une offre de domination, ce n'est pas une offre pour écraser son prochain, c'est pas une offre nuisible. On peut, justement, Jean de La Fontaine avait beaucoup de pouvoir et je pense sans nuire à personne. Et donc c'est cette voie-là qu'il faut essayer de retrouver, et en particulier essayer de reconquérir le pouvoir de ne plus subir les outrances de cette secte. On a le droit de ne pas avoir envie d'entendre parler des délires LGBT à la mode, on a le droit de n'avoir absolument rien à faire, on a le droit de les envoyer paître. Tout ça est absolument légitime et je pense qu'il y a un mouvement d'éveil dans les esprits, une prise de conscience de tout ça. C'est lent, il y a une inertie énorme, mais il y a un mouvement, d'ouverture des yeux qui est en train d'exister et j'espère qu'on va parvenir à l'amplifier et à lui donner pas des directives, mais disons des aiguillages à même d'être utiles. Vous écrivez dans votre livre « Garde bien une chose en tête, nos pires ennemis après nous-mêmes sont souvent ceux que nous prenons pour nos amis ». Alors, est-ce qu'il faut devenir paranoïaque, Laurent Oberton, et comment distingue-t-on nos vrais amis, nos alliés dans cette guerre, de nos ennemis ? Il faut essayer de se mettre à leur place et de comprendre quels sont les intérêts des individus. Si quelqu'un ne fait que vous utiliser dans son propre intérêt, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Si quelqu'un répète qu'il veut le bien de tous et que ça ne profite qu'à lui-même, il faut se poser la question. On voit beaucoup de gens qui proclament faire l'intérêt, se battre pour l'intérêt commun et qui, en attendant, ont leur salaire de député, les avantages qui vont avec, la notoriété et le grand train de vie. Soyez méfiants quand même. Il faut réapprendre à se méfier. Il faut se fier beaucoup plus à soi et beaucoup moins à autrui parce que l'autre problème va être de se trouver des maîtres de substitution en se disant lui, il a l'air d'être un hérétique parce qu'il a un discours antisectaire, donc je m'abandonne complètement à lui et c'est à lui de régir ma vie par procuration. Non, il faut se détacher de ça, c'est à chacun de commencer par lui. On a beaucoup plus d'impact et d'influence sur notre vie que n'importe quel homme politique peut en avoir.
Donc il faut recommencer par là. Si les citoyens retrouvent un niveau de liberté, d'exigence, d'indépendance suffisant, ils ne pourront plus être les jouets de mouvements sectaires. Et ça, c'est extrêmement important. On n'a pas de meilleure garantie que soi-même. Dans votre livre, Laurent Oberton, pour faire face justement à cette guerre, vous avez des mots très forts. Alors, rien que le mot guerre, déjà, pour commencer. Et puis ensuite, c'est une incitation donc à reprendre les armes. On comprend toutes les images qui peuvent se cacher derrière. Néanmoins, on perçoit quand même une certaine violence. Et ça va à l'encontre complètement de tout ce que la bien-pensance nous impose. Aujourd'hui, la violence n'est légitime que lorsqu'elle vient de l'État. Vous invitez aussi à se réapproprier d'une certaine façon cette violence qu'on a délaissée, qui avant servait simplement à nous défendre, par exemple. Oui, il y a eu un très patient processus de désarmement qui a été très efficace. Les discours sur la tolérance. Tolérance, ça veut dire endurer une situation désagréable. Et c'est le mot qu'on nous répète avec la sécurité, par exemple, depuis des années. Il faut être tolérant. Ça veut dire apprenez à souffrir. Parler un peu moins, endurer un peu plus, et tout ira mieux. Et on nous a comme ça désarmés, on nous a expliqué qu'il fallait être gentil, que l'individu n'avait pas à se défendre par lui-même, qu'il devait s'en remettre à la police et à une justice qui est complètement défaillante. Faire ça, c'est littéralement suicidaire. Et au contraire, je pense que les individus doivent réapprendre à se montrer dangereux. Si on n'est pas dangereux, on n'est jamais audible. S'il n'y a aucun prix à payer quand on vous outrage, eh bien, vous êtes l'équivalent d'un paillasson. Donc, il faut retrouver le moyen de donner du prix à son existence, à sa parole. Et alors, ça, c'est pas forcément un appel à la violence. Je dis pas qu'il faut s'armer et qu'il faut tirer par la fenêtre. Simplement, avoir déjà un discours dangereux, avoir la capacité à ne pas plier, à ne pas se soumettre au chantage habituel à l'extrême droite, c'est déjà amplement suffisant. Et la plupart du temps, ça impressionne et ça a valeur d'exemple. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens se soumettent parce qu'ils voient les autres le faire et ils ne trouvent pas la ressource pour exister. C'est très joli d'être rebelle sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, mais ça commence plutôt dans la vraie vie au quotidien. Et là, quand on regarde dans le miroir ce qu'on a fait chaque jour, on trouve souvent qu'il y a des carences. On peut faire mieux et on doit faire mieux. Oui, vous le dites très bien, notre projet est de détruire la secte, on comprend bien la dimension offensive qu'il y a. Mais alors, je reviens à la première page de votre ouvrage. Vous écrivez « J'ai quelques quasi bonnes nouvelles. 1, tu vas la faire », donc en parlant de la guerre. 2, tu risques fort de la perdre. Alors ensuite, il y a le point 3 et 4. Mais est-ce qu'on risque vraiment de perdre la guerre ? Et dans ces cas-là, à quoi ça sert de se battre, Laurent Oberton ? Parce que c'est la vie. On va perdre la vie à un moment, ça c'est sûr. Enfin, on est à peu près sûr de ça. Mais pour autant, elle est là. Il faut la faire. Autant la faire à fond, autant la vivre dans toute sa plénitude. On peut évidemment se coucher en se disant ça vaut pas la peine, je vais mourir, donc je vais rien faire. Je vais rester dans mon canapé, je vais manger des donuts et je vais attendre que les jours passent. On peut aussi se dire, pourquoi pas aller au bout de mes aptitudes, de mes capacités, et peut-être que je vais en tirer des bénéfices à tous les niveaux, des ministères hormonaux, psychiques, physiques, qui seront extrêmement positifs, et peut-être que je vais avoir une valeur d'exemple et de transmission qui sera utile, et c'est ainsi que les anciens ont toujours raisonné. Ils se sont dit, il faut vivre du mieux possible, transmettre toutes nos connaissances, toute notre culture, notre patrimoine, nos bagages, etc. Et il faut se battre toujours. Ce que j'explique, c'est que la secte, même si on va gagner un combat, on ne gagnera jamais, on ne pourra jamais se dire ça y est, c'est terminé, on peut se reposer. La vie, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous dominer, qui vont essayer de vous manipuler, voilà. Donc il faudra toujours être vigilant sur ses gardes, et tant mieux comme ça. Les animaux, c'est exactement pareil. Ils ne peuvent pas se dire aujourd'hui j'arrête et c'est terminé pour moi. Sinon ils disparaissent, ceux-là. Donc il y a ce principe et il est bien plus satisfaisant de se battre et d'exister que de renoncer, je pense. Alors il nous reste 1 minute, Laurent Oberton. Question annexe, est-ce que vous vous êtes inspiré de certains penseurs pour ce livre et si oui, lesquels ?
Ah oui, bah moi j'ai toujours ma petite, enfin ma grosse bibliothèque. Il y a des racines un peu, alors chrétiennes, il y a des racines christiques, il y a des racines stoïciennes, Épicure, etc. Épictète, Marc Aurèle, enfin toute la litanie des philosophes stoïciens. Paul Valéry, enfin j'ai justement Jean de La Fontaine, Lucrèce. J'ai tout un Konrad Lorenz pour l'aspect biologique, anthropologique. Ce ne sont pas les inspirations qui manquent. J'ai essayé justement d'aller chercher plutôt dans le disque dur, dans la biologie, dans ce qui nous gouverne, nos hormones, les raisons profondes de notre existence et pourquoi nous étions si sujets à la soumission et quels étaient justement nos contre-pouvoirs tangibles en nous-mêmes. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de le plus exhaustif possible selon mes humbles moyens. Moi, c'est réussi en tout cas. Chers auditeurs, je vous invite à vous procurer ce livre et puis à l'offrir aussi autour de vous, même s'il s'adresse à tous. Je pense que ça pourrait être un très beau cadeau de Noël, par exemple, pour les jeunes hommes entrant en pleine formation. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Oberton. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. journaliste et essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont dernièrement le livre dont nous parlions ce matin, Guerre, aux éditions Magnus. À très bientôt, Laurent Oberton.